Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Disney, Mulan, salle de cinéma et Disney+. Moi en retard? Non, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Bon, du coup, vu que vous en avez déjà tous entendu parler, je vous la fais courte pour le résumer. Mulan ne sortira pas en salle en France et partout où Disney Plus est déjà implanté, il faudra débourser 30$ pour pouvoir voir le film. Si vous êtes des abonnés de Disney Plus, vous perdez l'accès au film, et a priori cet achat sera un accès en avant-première, ce qui laisse penser que Mulan sera mis à disposition plus largement plus tard. Du coup, ça fait gueuler les spectateurs qui trouvent que 30 balles c'est quand même sacrément cher payé, et aussi ça fait gueuler les exploitants de salles, parce que c'est quand même moyen fair-play tout ça. Voilà, tout un paquet d'infos, mais vous le saviez déjà. Bon, on va préciser quand même qu'il y a encore pas mal d'inconnus autour de cette affaire, mais déjà on commence à sous-entendre que le prix des 30$, ça serait un Premier Access, donc un accès anticipé, un accès en avant-première si vous voulez, pour accéder aux nouvelles productions Disney sur Disney+, et donc ça serait un coût annuel, et pas un coût par film. Mais encore une fois, tout ça, Disney l'a pas du tout confirmé, il serait peut-être temps d'ailleurs, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, le film sort dans 2 semaines. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas encore toutes les clés en main, évidemment, mais quand on voit les réactions que ça a pu susciter auprès des spectateurs, mais aussi des exploitants de salles, on peut dire que ce choix est plutôt problématique. Et j'ai envie de dire que le choix est problématique pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que ça envoie un signal confus aux utilisateurs et aux potentiels abonnés. Déjà, le fait de mêler un service de vidéo à la demande par abonnement avec de la vidéo à la demande à 30 balles, mais aussi du coup mêler un prix plutôt abordable, le prix de l'abonnement à 6,99 € et un prix super cher à 30 balles, ça envoie des signaux contradictoires aux utilisateurs. Mais tout ça, ça s'explique par la stratégie de Disney, parce qu'évidemment, vous doutez bien qu'ils font pas ça en balançant ça contre les murs. Le constat, en fait, à l'heure actuelle, c'est que le revenu moyen de Disney+ par utilisateur est trop faible. À l'heure actuelle, on le situe aux alentours de 4,60 $, et quand on le compare à celui de Netflix, par exemple, qui est au-delà des 10$ par mois par abonné, sur le sol américain, ça n'a rien à voir. Et évidemment, ça s'explique par le placement prix de Disney+, qui a été délibérément mis en dessous de celui de Netflix, mais le fait est que, du coup, c'est pas suffisamment rentable pour, évidemment, les décisionnaires de Disney, mais aussi ses actionnaires. Donc l'objectif de tout ça, c'est de premiumiser un petit peu l'accès à certains films sur Disney+, pour permettre d'augmenter le revenu moyen par utilisateur. Donc ça va gonfler les revenus de la plateforme, mais aussi montrer aux utilisateurs que c'est pas que des films de catalogue Disney+, c'est aussi les sorties premium, les nouvelles sorties que vous voulez voir. Et alors évidemment, on se doute bien que un jour ça va peut-être se généraliser. Bon, bien sûr, je dis ça dans l'enregistrement, mais vous doutez bien qu'il est encore bien trop tôt pour s'en assurer. Évidemment, tout ça, ça n'a qu'un but, c'est rassurer les investisseurs. On rappelle que Disney, c'est une société cotée en bourse qui a évidemment des objectifs fixés par ses investisseurs, parce que l'objectif, c'est de leur plaire, sinon ils vont désinvestir, et on voit bien que les seules personnes, d'ailleurs, qui sont plutôt contentes de ce move annoncé par Disney, c'est les investisseurs, puisque ils sont mis à acheter en masse des titres Disney, et pile au moment de leur annonce, de leur volonté de faire payer l'accès à Mulan à 30 balles. Donc vous voyez bien que le bif appelle le bif. Parce que oui, Disney+ cartonne au nombre d'abonnés, bien sûr. Ils sont même très très loin devant leur prédiction d'acquisition d'abonnés. Ça, c'est pas le problème. Le vrai souci, c'est que ça fait pas assez d'argent. Si on compare les résultats de la division dans laquelle se trouve Disney+, donc c'est le direct to consumer, le direct vers le client, par rapport à l'année dernière, on se rend compte que ça fait plus ou moins les mêmes revenus, à une époque où Disney+ n'était pas encore lancé. C'est quand même assez impressionnant. Et ça s'explique parce que Disney+, ça coûte très cher à lancer, et la preuve, c'est que la dette augmente sur cette division-là. Donc l'objectif, là, de Disney, c'est de faire plus de thunes, plus vite. Alors je vous vois venir, bien sûr, à me demander « Mais Mordren, pourquoi pas Artemis Fowl, ou Les Nouveaux Mutants, ou The Kingsman, plutôt que Mulan ?» Mec, clairement, personne s'est posé la question. Personne. Psst, tais-toi. J'avais envie de parler de ça, alors tais-toi. Tout simplement parce qu'Artemis Fowl, personne n'y croyait, et d'ailleurs depuis longtemps, en témoignent les nombreux reports de la date de sortie de ce film,
pour au final échouer sur Disney+, comme un pétard mouillé, et d'ailleurs, ils ont peut-être raison de ne pas y avoir cru, puisque le film est... lisez le livre, ça sera peut-être mieux. Non, 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 non. N'appuie pas sur mon fichier. Je vous présente Nova, ma petite chatte. Qui m'aide évidemment dans ce tournage, enfin qui me perturbe plus qu'autre chose. Et puis les Nouveaux Mutants et The Kingsman, a priori, c'est pas du tout la même cible que Disney+. D'ailleurs, on se rend compte que les exploitants, ils avaient plutôt envie d'avoir Mulan plutôt que ces deux autres. Et bon, tant pis, d'ailleurs, c'est plutôt triste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et puis rappelons-le quand même, Mulan, c'est un des films les plus attendus de l'année, et puis pour faire un test grandeur nature tel que ce premier Access, là, bah autant utiliser une grande locomotive plutôt qu'un tricycle auquel il manque une roue et un guidon. La deuxième raison pour laquelle ce choix est problématique, c'est que ça laisse les exploitants de salles le bec dans l'eau. Et on va le rappeler très rapidement, mais la situation de la filière cinéma dans le monde est quand même très préoccupante. En France, le CNC a révélé que sur les 7 premiers mois de l'année 2020, on est en baisse de fréquentation de 64% par rapport aux 7 premiers mois de l'année 2019. C'est gigantesque, et sur le seul mois de juillet 2020, on est sur une baisse de 74% de fréquentation. C'est gigantesque. Le problème, c'est que ce phénomène risque pas de s'inverser si toute la filière ne joue pas le jeu. Le truc, c'est que ça fait des mois que les exploitants ils font de la publicité gratos à Mulan, avec des affiches partout, en dehors et à l'intérieur des cinémas, avec des bandes annonces devant leurs séances, et puis bah maintenant que Disney leur dit bah désolé, je fais mon truc dans mon coin, bon courage, bah ouais, évidemment tu vois rouge, c'est sûr. Je comprends tout à fait le désarroi des exploitants de salles de cinéma. Ils sont devant une situation qui est inédite, et puis le géant du secteur les abandonne. Alors évidemment, c'est une pastille qui est difficile à avaler. Maintenant, c'est vrai que je les ai vus très régulièrement se répandre en jérémiade dans les médias cet été, à dire qu'il n'y a pas de spectateurs parce qu'il n'y a pas de film au cinéma. C'est juste totalement faux, il n'y a pas de grosse production américaine, ça c'est vrai. Maintenant, l'offre, elle est quand même très présente. Il y a un gros taf qui a été fait, notamment par les distributeurs indépendants qui font le taf en ce moment, et j'aurais bien aimé que pendant l'ouverture de ces interviews, on puisse avoir de la part des exploitants de salles juste quelques petits mots pour dire bah voilà, il y a tel film en ce moment, il y a tel autre film en ce moment, ceux-là, ils sont en salle. Plutôt que de dire bah oui, il n'y a pas de film. Bah oui, forcément, les spectateurs vont pas venir si tu leur dis il n'y a pas de film chez moi. Pourquoi t'as ouvert du coup si t'as pas de film ? Je reviens sur cette histoire de distributeurs indépendants, mais c'est vraiment la clé de cette réouverture des cinémas. Il y a quelques success stories qui se dessinent depuis la réouverture des cinémas, notamment des films qui ont surperformé par rapport aux attentes qu'on plaçait en eux, parfois même qui signent les records de certains distributeurs. Ça montre vraiment que les distributeurs indépendants sont la clé de voûte de cette réouverture des cinémas, et ils ont été très clairement présents, et ils le sont toujours, et ils le seront toujours. Maintenant, faut peut-être les aider. Vous avez vu, j'ai une compagne. Maintenant, ça n'enlève rien au problème que la vaste majorité du public ne s'est pas rendu en salle depuis la réouverture. J'en veux pour preuve ce différentiel entre les chiffres de 2019 et 2020. Bien sûr. Ça s'explique évidemment par l'absence de grosses productions américaines, et on sait évidemment qu'elles étaient nombreuses au mois de juillet 2019, mais pour moi, il y a une autre explication, et j'ai toujours du mal à comprendre ça, c'est que le port du masque n'est toujours pas obligatoire à l'intérieur des salles de cinéma. Alors oui, vous allez me dire, c'est hyper pénible, machin, mais il y a une vraie appréhension à retourner dans un lieu clos, à se mettre dans un lieu clos avec des gens qui sont potentiellement infectés et qui peuvent du coup nous contaminer, et qui sont tout simplement en train de manger des pop-corn, des sodas ou des bonbons. Et ça, je suis désolé, mais ça n'est pas sérieux de demander aux gens de retourner en salle en masse, et derrière de dire « bah ouais, mais c'est ok si les gens sont pas masqués ». Et ça, je suis désolé, mais c'est un grand facteur, à mon avis, du fait que les gens ne sont pas retournés en masse au cinéma. Ça n'est pas que l'absence des productions américaines. Parce qu'on le sait, il y a eu plusieurs études qui disaient que les gens avaient hâte de revenir au cinéma. Bah ouais, sauf que si tu les sécurises pas, si tu fais passer les confiseries avant la sécurité sanitaire de tes spectateurs, je suis désolé, mais ton 100% de jauge de capacité, il arrivera bien tard.
Bref, ajoutez à ça que Disney a décidé de pas jouer le jeu et de pas soutenir la filière d'exploitation, je comprends évidemment qu'il voit rouge. En tout cas, on se souviendra que dans ces temps difficiles, Disney a décidé de tourner le dos à ses partenaires. Troisième raison selon moi pour laquelle c'est très problématique le choix qu'a fait Disney, c'est que ça peut créer un précédent très malvenu selon moi. On va pas se mentir, le vrai problème dans tout ça, c'est que c'est un test grandeur nature. Disney est en train de tester les eaux, voir s'il peut aller se baigner là-dedans. Évidemment, si le public est au rendez-vous, et il lâche ses 30 balles pour aller voir Mulan sur son écran de télé, ou sur son écran de smartphone, de tablette ou d'ordinateur, et ben rien ne les empêche de continuer, et de remettre le couvert, par exemple avec Black Widow en fin d'année. Et ça, à mon avis, c'est pas très souhaitable, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de monde qui s'est insurgé par rapport à cette décision. Je comprends évidemment pourquoi ça intéresse Disney, parce que ça va leur générer du cash immédiat qu'ils vont mettre directement dans leur poche plutôt que de passer par un intermédiaire comme les exploitants. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une solution pérenne? J'ai du mal à y croire. Pour ma part, je peux me tromper bien évidemment, mais j'ai du mal à voir ce système proposé par Disney comme autre chose qu'une façon de faire du blé tout de suite. Et quand même, les salles de cinéma, ça reste le lieu privilégié pour découvrir ces grandes aventures comme est capable d'en produire Disney, ces fameux parcs à thème, comme aime bien le souligner Martin Scorsese. Alors bien sûr, on a beaucoup entendu parler de la fin du cinéma que souhaiterait Disney après cette décision, et c'est plutôt facile de titrer évidemment une vidéo avec un titre putaclic pour parler de ce sujet-là, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je l'ai dit tout à l'heure, Disney cherche pas spécialement à tuer le cinéma, il cherche à s'affranchir des maillons qui le gênent, et en l'occurrence c'est l'intermédiaire là. C'est pour ça qu'un succès potentiel de Mulan est pas vraiment souhaitable, parce que ça conforterait Disney dans son idée de ne plus passer par la case salle de cinéma. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment se mettre à pleurer que les productions Disney ne passent plus par la case salle de cinéma, elles qui sont si décriées par les cinéphiles, qui, je le rappelle, ne manquent pas de le cracher dessus à tire-larigot en disant qu'elles manquent de créativité et qu'elles sont toutes uniformes? Bah oui, ça serait gênant. Parce qu'on le rappelle, ces sorties cinéma qui font tant d'entrées en France, et ben elles rapportent quand même un petit peu au cinéma français, par l'intermédiaire du CNC. Et évidemment, si ce chaînon manquant il manque à la filière française du cinéma, bah le cinéma français il aura plus exactement la même tronche. Puisqu'on le rappelle, d'après le CNC, sur les 12 derniers mois, les productions américaines elles représentent 52% des entrées, contre 35% pour les productions françaises. Donc vous enlevez, alors évidemment dans les 52%, il n'y a pas que des grosses productions américaines, mais bon, on sait tous quand même qu'elles apportent énormément d'entrées, donc énormément de cash dans les poches du CNC, bah vous enlevez ça, tout de suite c'est plus la même chose. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, rien n'est simple dans cette histoire. Moi en tout cas, ce que je pense, c'est que s'il y a bien un moment où il faut réinventer notre façon d'exploiter les salles de cinéma, bah c'est bien maintenant. Il y a certainement plein de filons à inventer, et probablement de faire plus confiance à certains autres distributeurs, à donner plus confiance à certaines productions. Il y a des productions qu'on voit pas trop, des productions du monde entier par exemple, je pense à des productions japonaises, à des productions coréennes, des productions chinoises, des productions françaises bien sûr. Tout ça, il y a le potentiel d'aller reprendre un petit peu de suprématie sur notre propre cinéma. La façon dont on exploite nos salles de cinéma, ça passe aussi par ça. Et les distributeurs ne s'y trompent pas d'ailleurs, ils proposent sans relâche depuis la réouverture des cinémas plein de films, des films du cinéma du monde, du cinéma français, du cinéma anglo-saxon, mais de moindre importance. Et tout ça, l'air de rien, bah, ça crée quand même une émulsion, parce que, quand même, les gens sont retournés au cinéma depuis la réouverture. C'est juste que les chiffres, bah, évidemment, ils pâlissent, mais il y a quand même une envie de retourner au cinéma. Pour finir, est-ce qu'on a besoin des blockbusters américains? Oui, assurément. Mais est-ce que, dans cette période, on pourrait pas justement essayer d'en profiter pour tenter autre chose, pour kiffer autrement le cinéma? Voilà, j'ai essayé de dire ce que je pensais à peu près à tête reposée de toute cette affaire. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai pas toutes les réponses à ces questions, donc n'hésitez pas à partager votre sentiment avec moi dans les commentaires de cette vidéo.
Si cette vidéo vous a plu, ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez à la chaîne, que vous laissiez un petit pouce bleu, voire même que vous vous abonniez avec la petite cloche, ça me ferait très plaisir. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous, j'espère, pour une nouvelle vidéo très bientôt. Et puis tiens, dernier petit message pour la route, mettez vos masques s'il vous plaît. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut à tous.